C'est toujours un plaisir de recevoir Honorable Innocent Kabara, World TV. Avec lui, nous allons parler de la vie de son parti politique, le Parti démocratique panafricain. Nous allons également parler de la vie chère en ces temps de fête au Togo, sans oublier les activités des parlementaires ces derniers moments. Honorable Innocent Kabara, bonjour, c'est un plaisir de vous avoir. Oui, bonjour, le plaisir est partagé. Hein. C'est toujours un bonheur d'être sur votre plateau. Le PDP dans la conjoncture socio-politique, comment va le Parti démocratique panafricain? Non, le Parti démocratique panafricain se porte très bien. Nous continuons nos activités. C'est vrai qu'avec la pandémie, depuis 2 années, c'est un tout petit peu timide, mais depuis quelque temps, nous avons renoué avec l'ensemble de nos activités. Nos bureaux sur l'ensemble du territoire ont repris leurs réunions. Et nous avons été quand même présents, nous sommes l'un des rares partis à être présents sur le plan social depuis la survenance de la pandémie. Donc, en 2020, nous avons continué en 2021, fait la sensibilisation, la distribution de kits alimentaires. En 2021, nous avons continué. Depuis quelques mois maintenant, nous avons repris nos activités pour être en ordre de bataille pour la régionale de 2022. Alors, vous parlez d'activités. Quelles sont ces activités concrètement ces temps-ci? C'est nos réunions. Vous savez que nous ne pouvons pas réunir plus de 15 personnes. C'est de nos réunions en petites sessions. Et ce samedi, nous allons faire une cérémonie d'aide et de dons aux enfants orphelins dans la commune de Baguida. Oui. Les enfants orphelins, on en trouve partout au Togo. Pourquoi seulement la commune de Baguida? Non, c'est celle qui a été ciblée cette année. L'année passée, nous étions à Zanguera. Cette année, nous avons ciblé Baguida. Mais ça n'empêche pas que nos différents représentants peuvent sur l'ensemble du territoire. Il suffit qu'on mette les moyens à leur disposition, faire des dons un peu partout. Et bientôt, les activités sur l'étendue du territoire national, c'est quand précisément? En 2022? Oui, en 2022, le premier semestre, je pense que nous ferons une tournée nationale pour redynamiser nos bureaux, pour que nous puissions être en ordre de bataille, comme je vous ai dit, pour la régionale de 2022. Toute activité, tout parti politique sérieux connaît l'agenda politique. Ouais. Et je pense que les élections régionales qui sont annoncées en 2022 nous permettent également de repartir sur le terrain. Donc nous sommes en train de nous organiser pour être présents sur le terrain, redynamiser nos bureaux et aller dans cette bataille électorale pour espérer quelque chose. Mais nous n'avons pas la prétention d'être numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Donc nous y allons à notre rythme. Nous sommes des républicains, nous sommes centristes, nous sommes humanistes, nous sommes réalistes. Et c'est ce réalisme-là qui nous permet de pouvoir définir nos objectifs en fonction non seulement de notre agenda, mais du temps. C'est pour ça que nous disons, pour nous juger, il faut attendre 2023. Mais nous participerons quand même à toutes les élections 2030. Ouais, 2030. Et nous participerons à toutes les élections jusqu'en 2030. Alors, avant 2030, vous pouvez faire une projection compte tenu des activités organisées. L'objectif en 2030, le pouvoir? Oui, pourquoi pas? Si en 2030 nous n'avons pas le pouvoir, nous serons en capacité quand même avec une coalition, avec des partenaires de pouvoir diriger le pays. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de nous organiser. Vous savez, le parti est très jeune actuellement. Nous avons redynamisé le parti, nous avons changé au niveau des instants un certain nombre de choses. Et ce que nous essayons d'agréger maintenant, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui ont une identité, qui ont une mentalité. Et nous voulons en sorte d'abord commencer par une révolution au niveau des mentalités. Oui. Pour que ces jeunes-là puissent apprendre à se prendre en charge et être des guerriers, à être combatifs et à gagner. Donc c'est ça que nous sommes en train de leur d'inculquer. À travers nos cafés politiques où nous revenons sur les thèmes d'actualité, un certain nombre de choses qu'il faut connaître si vous êtes dans un parti politique. Et ça, il participe également de notre désir d'accompagner le gouvernement dans la formation des citoyens, la formation civique. Vous savez, et pour y arriver, il nous faut des militants de conviction. Donc cette phase-là, c'est sensibiliser les gens. Ceux qui viennent à nous maintenant, là, c'est des gens qui aiment le parti, qui sont là pour faire quelque chose pour le parti, mais pas se poser la question tout le temps, qu'est-ce que le parti peut faire pour moi? Voilà, c'est à eux de faire pour le parti. Et je pense que nous sommes donné une dizaine d'années, nous aurons à faire le point. Et je pense que nous serons parmi les partis qui vont impacter non seulement le Togo, mais l'Afrique. Parce que nous avons des partenaires un peu partout. Alors, ce soubresaut n'a pas
impacter véritablement la vie de votre parti politique quand on se Non, réfère... pas tellement. C'est peut-être au niveau des réunions, mais nous appelons, il y a des choses. Nous étions sur le terrain en 2022, en 2020 et en 2021. Donc nous serons encore sur le terrain en 2022. En 2022, pour les élections régionales, l'objectif, c'est quoi précisément, honorable? Non, c'est d'entrer au Sénat. Pour le moment, on n'a pas encore quantifié, mais nous voulons rentrer au Sénat. Tout parti sérieux doit pouvoir s'organiser pour être quand même dans cette chambre haute du Parlement. Alors, vous pensez que vous avez aujourd'hui une force solide pour entrer au Parlement, ou bien on compte seulement sur honorable Innocent Kabara? En tout cas, pour les élections législatives, on sait que vous serez élu. Est-ce que, à part vous, il y a aussi des gens influents dans votre parti politique? Si. Tout parti sérieux, comme je vous ai dit, s'organise pour être représenté. Il n'y a pas que le Parlement, il y a le Parlement, il y a le Sénat, il y a les municipales. Donc, nous sommes en train de nous organiser pour les élections à venir. Donc, l'agenda est quand même assez serré parce que 2022, on a des élections. 2023, on a des élections. 2024, on a des élections. 2025, on a des élections. Donc, il faut se préparer et nous pouvons compter sur ces militants de conviction qui sont en train de nous rejoindre pour pouvoir gagner ces élections. Et alors, nous sommes très confiants. Les militants de conviction, cela veut dire que ce sont des moyens humains. À part ces moyens, vous avez d'autres moyens également pour faire face à ces élections à venir. Comme tout parti sérieux. Comme tout parti sérieux. Nous connaissons l'agenda républicain. Donc, nous organisons en conséquence. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'heure. On va également parler de l'hommage. On va quitter votre parti politique et parler de l'hommage rendu à ces 7 casses bleues togolais tués au Mali. Comment vous avez ressenti ça personnellement et au niveau de votre parti politique? Non, avec beaucoup de tristesse, mais c'était une cérémonie empreinte de solennité. C'est là où vous voyez quand même que la nation est reconnaissante par rapport à ces pertes qu'on ne peut pas justifier, et qui sont des morts, disons, bêtes, parce qu'ils sont partis pour défendre une cause noble, mais c'est pour combattre des gens qui ont une idéologie que vous ne pouvez même pas comprendre. Ces djihadistes-là, on ne sait pas ce qui les anime, mais c'est une idéologie que vous ne pouvez pas comprendre. Mais il faut aussi dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale, qui crée une guerre artificielle qu'ils peuvent régler en 48 heures avec l'arsenal qu'ils ont, mais qu'ils ne veulent pas. Donc nous devons être solidaires avec les nations qui sont en souffrance pour aller les aider, pour pouvoir sécuriser leur territoire, parce que si on ne le fait pas en amont, les mêmes djihadistes vont venir jusqu'à nous. Donc, c'est pour ça que la présence des troupes togolaises est importante, parce que ça, il y va également de notre diplomatie. La diplomatie, elle n'est pas qu'au niveau commercial. Elle est au niveau politique, au niveau commercial, mais dans certains pays également au niveau militaire. Alors, les gens pensent que cette présence n'est pas nécessaire parce qu'il y a déjà des troupes françaises, il y a d'autres troupes également. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que l'Occident toujours vienne régler nos problèmes? Est-ce que nous ne sommes pas assez matures pour régler nos problèmes? Nous ne sommes plus dans la puberté ou dans l'adolescence. Je pense que nous sommes responsables. Il va falloir que nous puissions nous assumer en tant que nation, en tant que continent. Donc moi, je suis de ceux qui pensent que notre présence au Mali est importante. C'est un acte de solidarité. C'est un acte de responsabilité et nous avons notre présence au Mali, elle est justifiée. Alors une force commune de la CEDEAO, de l'Union africaine, peut également agir, mais visiblement on ne voit pas cela. Il faut dire que les Africains, on a un problème de pouvoir faire les choses ensemble. Quand nous prenons des décisions, ça reste dans les tiroirs, mais l'application est difficile parce qu'il y a une question d'ego entre les leaders. Sinon, je pense que cette force-là, on peut la mettre en place pour pouvoir jouer ce rôle. Et puis, chaque pays aura à fournir du matériel et puis des troupes. Je pense que c'est faisable. C'est une question d'ego. Si nous avons la bonne volonté, ça pourra se faire dans les années à venir. Alors, vos 7 compatriotes, eux, ils quittent la terre des vivants. Maintenant, il faut penser à leur famille, à leurs enfants, s'ils en ont. Comment ça va se faire, honorable? Bon, je ne suis pas du corps militaire, je ne sais pas comment ça se fait dans ce genre de circonstances, mais nous prions pour que ces gens-là ne tombent pas dans l'oubli, que la nation leur a rendu hommage, mais il va falloir que nous puissions les honorer plus fréquemment à travers, je ne sais pas, ça peut être un mémorial, ça peut être... il faut réfléchir à la question pour pouvoir honorer nos morts et prendre en charge leur famille. Je sais que dans certains pays, c'est fait. Dans d'autres pays, c'est peut-être une enveloppe symbolique, mais je ne sais pas ce qui est prévu au Togo. Mais j'ai vu le chef de l'État discuter avec chaque famille. Donc, je me dis qu'il y a quelque chose qui sera fait.
Alors, parlant d'enveloppe, on a ce regard pécunier. Ils partent au Mali sous l'étiquette des Nations Unies. Ils ne sont plus. Les gens disent que les Nations Unies vont faire quelque chose. Vous comptez véritablement sur le gouvernement pour donner à ces familles, Oui, attrister. oui, les Nations Unies et le gouvernement togolais, je pense qu'il y aura quelque chose qui sera fait. Je pense qu'il y aura quelque chose qui sera fait. Vous êtes sûr? Non, je ne peux pas l'affirmer, je ne suis pas au gouvernement, Ouais. mais je crois que dans ce genre de circonstances, il y a quelque chose qui est fait. Donc, voilà. On va également parler des fêtes de fin d'année sur fond de vie chère. Ça vous touche au niveau du PDP? Ben, ça touche tout le monde, hein, ça touche tous les Togolais. Ouais. Quand vous voyez les prix qui sont appliqués sur le marché, le bol de maïs qui passe de 400 jusqu'à 800, dans certains marchés 900, l'inquiétude se lit sur tous les visages. On est à 2 jours de la fête, mais beaucoup n'ont pas encore fait des achats. Donc comment est-ce qu'ils vont fêter avec leur famille? Les gens ont des problèmes de loyer, les gens ont des problèmes de déplacement. Comment est-ce qu'ils vont fêter? Et nous ne pouvons pas parler de développement si les gens n'ont pas le minimum. C'est pour ça qu'il faut qu'on crée une classe moyenne. Moi, je ne cesse de dire, tant qu'on n'a pas une classe moyenne, c'est difficile de tirer le développement à travers la consommation. Parce que les gens n'ont pas les moyens pour consommer. Vous faites venir les opérateurs économiques font, mais c'est beaucoup plus les gens de l'extérieur qui viennent acheter. Ce n'est pas les Togolais parce que le pouvoir d'achat est très faible. Donc nous devons, à travers tous les programmes politiques que nous mettons en place, faire en sorte que nous puissions avoir une véritable classe émergente, une classe moyenne. C'est ça qui va tirer la consommation, ça va tirer le développement. Alors, les gens pensent que le gouvernement parle de développement, parle des activités autres. Il n'y a pas de répercussions. Tout récemment, on parle de Dubaï, l'exposition de Dubaï 2020. Les répercussions sur le Togolais, longtemps, on n'en trouve pas honorable. Non, sur le plan structurel, on a beaucoup fait. On ne peut pas dire que rien n'est fait, non. Il faut être honnête. On a beaucoup fait, on a mis le pays sur les rails, mais il va falloir, et même dans notre loi actuellement, la loi de finances 2022, le secteur, il y a eu une hausse au moins de 300 milliards, et les secteurs sociaux, quand même, on voit une hausse significative des budgets alloués à ces secteurs. Donc on ne peut pas dire que rien n'est fait, mais il faut aller plus. Il faut avoir plus de volonté et bien gérer l'argent et mettre en place surtout des programmes qui permettent de créer de la valeur, hein, de créer de la valeur, de créer de la richesse et accompagner ces jeunes qui créent les startups. Parce que c'est le secteur privé qui va tirer la croissance, qui va tirer le développement. Donc ces jeunes-là, quand vous allez au Ghana, vous allez au Rwanda, 2 ans, 3 ans après, ils deviennent de jeunes millionnaires. Ouais. Mais ici, 2 ou 3 ans après, il est fatigué, il n'a pas accès facile à l'emprunt, il n'est pas véritablement accompagné, et après vous le retrouvez encore dans la rue. Donc c'est ça qu'il faut changer, hein, un changement de paradigme pour permettre à ces gens-là d'être également des modeurs. Parce que c'est nous qui devons former nos champions. C'est nous qui devons créer une classe qui s'enrichit. Et on ne doit pas avoir peur des gens qui sont riches. Voilà. Parce que c'est des gens qui doivent payer les impôts, c'est des gens qui achètent les choses, donc ils participent à l'économie. On ne doit pas avoir peur des gens qui s'enrichissent honnêtement. C'est le sentiment que vous avez? Qu'on a peur des gens qui s'enrichissent? Oui, dans pas mal de pays francophones. Les pays anglophones ne sont pas comme ça. On voit le Nigeria, par exemple. Oui, le Nigeria, le Ghana, le Rwanda, le Kenya, non, ils ne sont pas comme ça. Quand vous voyez, d'une année à l'autre, vous voyez à côté même des gens qui sont proches de vous, des amis, vous voyez un peu de la richesse qui est créée, vous voyez de la consommation, vous voyez tout ce qu'ils font comme dépenses. Combien de Togolais peuvent faire ça? Alors, Noël, c'est dans moins de 48 heures, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut que le ministère du Commerce veille à ce que les prix n'augmentent pas et que la brigade qui s'occupe de ça ou le service qui s'occupe de ça veille à ce que les prix, qu'on puisse contrôler les prix. Qu'on puisse contrôler les prix, maïs, riz, la viande, véritablement les produits de première nécessité ou bien les produits de fête pour permettre aux gens de pouvoir passer cette période dans l'allégresse, hein, dans la paix. Dans l'allégresse, au moins avoir juste un petit repas pour Noël. Pour des gens qui n'arrivent pas à faire 3 repas, au moins le repas de Noël, c'est important. Alors, on va également parler des activités dans l'hémicycle ces derniers temps. D'abord, on va parler de ces lois restrictives, on a l'impression, qui amendent surtout les journalistes. C'est l'impression que nous avons, vous votez, le PDP vote ces lois. Non, quelle loi restrictive? Moi, je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler. Il n'y a pas de loi restrictive. Mais si vous voulez parler du code de la presse, parlons-en. Le code de la presse, ça, les rélectures étaient nécessaires pour intégrer un certain nombre de choses qui sont d'actualité. D'accord? Le document est venu sur la table du Parlement, mais l'ensemble des acteurs, des parties prenantes ont été consultés.
Si ça leur a échappé que les propos que vous tenez sur les réseaux sociaux ne sont pas couverts par le code de la presse, ça leur a échappé. Peut-être que ça nous a également échappé. D'accord? Mais maintenant, être journaliste ou être un homme des médias, ça ne veut pas dire que vous avez un permis de diffamer. Vous n'avez pas de permis de diffamer. Non, soyez responsable. Vous n'avez pas un permis de diffamer. Donc, soyons à la fois responsables, mais si vous voulez en venir aux journalistes, à vos confrères, moi, je ne veux pas rentrer dans le fond. Parce que si vous voulez rentrer dans le fond, vous allez créer plus de tort à ces journalistes-là. Si vous voulez rentrer dans le fond. Parce que vous pensez qu'ils sont complètement à côté. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Je ne veux pas rentrer dans le fond. Ma sortie, j'ai fait une sortie. Je demande de la clémence. Laissons le fond. Et vous pensez qu'on va vous écouter? Les autorités vont vous écouter, surtout des fois, on nous écoute, la justice. Oui, des fois on nous écoute, des fois on ne nous écoute pas. Nous, notre rôle, c'est de parler. Maintenant, ils en font ce qu'ils veulent. Parce que parce qu'il y a deux tendances. Certains vont vous dire, il faut que justice se fasse. D'autres vont vous dire, non, il faut aller à la clémence. Il faut mettre la balle à terre. Parce que aussi l'image du pays. Parce que ceux qui vont vous dire, si on condamne des journalistes, vous savez ce qui est difficile là-dedans, quand on condamne des journalistes, les gens ne se posent pas la question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sur le plan international, c'est que c'est un pays qui condamne les journalistes, vous voyez un peu? Donc c'est un peu compliqué. Mais à la fois, les gens doivent être responsables et arrêter de diffamer. Mais le problème de diffamation vient d'un autre problème, c'est que les gens sont aigris. Vraiment. Mais les gens sont aigris. Si les gens sont aigris, si vous ne leur donnez pas les moyens de leur prospérité, de leur paix intérieure, du confort. Quand je parle du confort, ce n'est pas 2-3 maisons. C'est juste le minimum. Avoir une petite voiture. Si toi, tu as ta voiture, j'ai ma voiture, on sort d'ici, on se dit, bon, on se retrouve où? Mais toi, tu es à pied, ou tu es à vélo, ou tu es... C'est normal qu'il y ait de la frustration. C'est normal qu'il y ait de la frustration. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils viennent sur le plateau, ils déversent leur frustration. Des fois, ils franchissent des lignes qu'eux-mêmes, ils savent. Ce n'est pas qu'ils sont dans la méconnaissance des tests. Ils connaissent très bien ces tests-là, même des fois mieux que nous. Donc, oui. Donc, le problème, c'est un problème de frustration. Les gens sont frustrés. Parce que le gars, à 20 ans, peut-être qu'il était le major de sa promotion. Il se retrouve journaliste. Il n'a pas fini sa formation. Pas moins de moins. Il voit son collègue qui devient ministre, qui devient ci, qui devient... Bon, voilà le problème qui se pose. Donc, c'est un problème de redistribution. Il faut qu'on fasse en sorte, on crée la croissance, on crée de la richesse, il faut la redistribuer pour que tout le monde ait le minimum. À partir du moment où tout le monde a le minimum, vous-même, vous avez la paix. Alors, cette redistribution, elle est importante et vous pensez que Honorable Innocent Kagwara... Personnellement, elle est très importante. Alors, Honorable Innocent Kagwara sera devant pour porter cela. En quoi faisant concrètement? Si jamais nous sommes aux affaires, un jour, nous allons nous assurer qu'il y ait plus de redistribution, que tout le monde ait le minimum. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas fait, mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà et copier les pays anglophones, où nous voyons qu'il y a une classe moyenne, il y a une certaine redistribution, les gens sont à l'aise. Quand vous voyez quelqu'un 2 ans, 3 ans après, quand vous rentrez chez lui, vous allez dans son pays, vous voyez une amélioration significative de sa vie. Hein? Sur tous les plans. C'est ce que nous voulons également pour notre pays. Créer des startups, créer des jeunes qui s'enrichissent. On ne doit pas avoir peur de la richesse. Faire en sorte que ceux qui sont pas forcément dans le business, qu'ils puissent avoir le minimum. Quand vous prenez les gens de la presse, moi, si je suis chef d'État, la première des choses, c'est augmenter la dotation de la presse à 1 milliard. Mais c'est 1 milliard, ce n'est pas pour qu'ils consomment. C'est pour qu'on les envoie en formation. Comme ça, si vous les envoyez en formation, ils seront plus professionnels et ils vont moins vous diffamer. Et ceux qui n'ont pas d'école de formation, leur donner des bourses. À partir du moment où vous avez une carte de la presse, on va négocier avec des écoles de formation pour qu'ils puissent quand même faire de la théorie. Parce qu'ils sont bons en pratique, mais des fois en théorie, il y a un souci. D'accord? Donc, il faut qu'ils aillent dans ces écoles et des recyclages. Chaque 2 ans, faire des petits concours. On prend la presse en ligne, on prend les radios, on prend la télé, on prend 5 ici, 5 là. On envoie en Europe, ils vont, ils reviennent. Même, je vais vous donner un exemple qui va vous faire rire. Même prendre l'avion, aller dans un pays comme ça, revenir, vous avez une certaine paix. Vous voyez les autres tout le temps. Mais c'est normal que vous soyez frustré. Et souvent, on pense que c'est du luxe. Non, ce n'est pas du luxe. Vous savez, quand vous atteignez un niveau de redistribution, un niveau où tout le monde est à l'aise, avoir un véhicule n'est plus un luxe. C'est un moyen de locomotion, c'est un moyen de déplacement. Donc, quand on va arriver à là, vous allez voir, les frustrations vont baisser.
Voilà. Donc, quand les frustrations vont bercer, les gens vont moins vous diffamer. Parce que c'est un exutoire, tout ce que les gens font, même si des fois, ils ne le font pas bien, mais c'est un exutoire. C'est pour qu'ils puissent s'exprimer. Alors, les gens pensent que le PDP est proche du pouvoir en place. Et si oui, c'est qui ces gens-là? Vous attendez quoi pour apporter des propositions? Non, mais c'est qui ces gens-là qui disent que le PDP est proche du pouvoir? Nous discutons avec tout le monde. Ouais. Nous avons toujours dit, s'il y a des gens qui ont des problèmes, c'est eux qui ont des problèmes avec nous. Nous, on a des problèmes avec personne. On n'a ni la prétention d'être le numéro 1, ni numéro 2, ni numéro 3. Donc, où est notre problème? C'est eux, entre eux là-bas, qui se battent. Ouais. Donc, nous sommes réalistes. Nous pouvons discuter avec le pouvoir et nous saluons ces derniers temps l'esprit d'ouverture du régime. Pour qu'on arrive à un consensus. Il faut qu'on arrive à un consensus national. Et au-delà du consensus, commencer par construire le pays véritablement. Tant qu'on n'est pas soudé, c'est difficile. D'accord? Donc ça veut dire que nous pensons que nous pouvons discuter avec le régime, nous pouvons discuter avec nos collègues de l'opposition. Mais à la base, qu'est-ce qui nous divise? Alors, l'esprit d'ouverture du régime, esprit de fermeture de l'opposition peut-être? Non, quelle fermeture? Nous avons participé aux discussions de la concertation nationale entre acteurs politiques. Le régime a fait une ouverture, nous avons saisi, et vous avez vu les réformes. Ouais. Les gens vont voir ça après. Les gens vont voir ça après. Ils disent même ceux qui ne sont pas venus. Même ceux qui ne sont pas venus, ça va leur profiter. Quand ils vont gagner les élections, ils ne vont pas dire que ils vont pas aller dire aux gens que non, on n'était pas là quand on a fait les réformes. Ces réformes peuvent leur être profitables demain. Vous êtes très proche du net. Pourquoi spécifiquement le net? Non, nous ne sommes pas proches du net. Le net, c'est un partenaire. Non seulement c'est un partenaire, M. Djeritama, c'est mon frère. D'accord? Et son parti politique et le mien, nous avons un accord et nous sommes au Parlement ensemble et nous travaillons ensemble parce que nous représentons une façon de faire la politique, une nouvelle façon que nous incarnons, nous assumons nos positions. Nous, on ne fuit pas. Nos discours ne changent pas en fonction des circonstances et des opportunités. Nous, on ne sait pas faire ça. Notre discours est constant. Et nous disons aux gens de nous juger par les actes que nous posons et que ça va prendre du temps et c'est dans la durée. Donc c'est ce partenariat que nous avons avec le net. Nous sommes très satisfaits du partenariat et nous pensons que les années à venir, nous aurons plus de députés, nous aurons plus de sénateurs et nous serons en mesure de pouvoir proposer un projet de société viable, crédible, pour être en position, en capacité de diriger le pays d'ici 2025 et 2030. C'est impressionnant parce que je l'avais invité ici, lui aussi a parlé de vous, honorable Innocent Kagbara. Honorable. Non, on a un respect mutuel, on a un respect réciproque et mutuel. C'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui est bon dans ce qu'il fait. Donc tu peux pas, même quand tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il est plus rapide, qu'il court plus vite que toi. Donc attends, c'est un respect réciproque. Nous incarnons quelque chose de nouveau. Nous incarnons quelque chose de nouveau et véritablement nous allons impacter cette société-là. Et les résultats seront là d'ici peu. Alors quelles sont les autres activités au Parlement ces temps-ci, honorable? C'est la loi de finances qui est là et que nous avons déjà fait l'étude. Le débat général avec l'étude particulière. Nous avons reçu l'ensemble des ministres de manière sectorielle. Chacun est venu défendre son budget. On leur a posé des questions, ils nous ont répondu. Donc le travail est en train de se faire au niveau de la commission des finances. Et je crois que la semaine prochaine ou dans les prochains jours, ce budget sera adopté. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce budget? Non, ce budget, ce qui est intéressant, c'est qu'il consacre une bonne partie aux secteurs sociaux. Donc, à travers avec une augmentation de plus de 300% du budget par rapport à l'année passée. Donc, véritablement, c'est un clin d'œil qui est fait au social. Maintenant, c'est dans l'application, comment ça va se faire, comment ces moyens seront utilisés avec l'orthodoxie financière. Nous allons veiller au grain et, si possible, nous allons interpeller les ministres. Alors, c'est ce qui est important parce que les gens disent que le gouvernement fait des efforts, mais apparemment, c'est la passerelle par laquelle ces efforts peuvent passer qui cloche. Non, il y a des ministres qui sont très à l'aise. Ils viennent, ils nous expliquent les projets, ils nous expliquent un peu ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, et ils sont très honnêtes dans ce qu'ils disent. Donc, je ne pense pas que c'est par manque de volonté ou parce que les gens ne veulent pas bien faire, mais des fois aussi, il faut reconnaître que vous héritez d'un certain nombre de ministères où il faut faire des réformes, les équipes ne suivent pas forcément, vous ne maîtrisez pas le circuit avec les institutions, le temps que vous maîtrisez ça, peut-être d'un autre gouvernement. Donc c'est ça, c'est l'instabilité, et c'est dans tous les pays africains. Vous avez vu en Belgique, il n'y a pas eu de Premier ministre pendant 2 ans, mais le pays a fonctionné. Donc il faut qu'on arrive à ce genre d'institution où c'est stable. Et quand vous êtes là, vous n'êtes qu'un chef d'orchestre.
Alors, honorable Innocent Kagwara, on a dit beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce qu'on n'a pas, on n'a pas parlé de quelque chose, vous voulez ajouter? Nous sommes presque au terme de notre entretien. Non, mais c'est avec la maladie à coronavirus, nous avons changé nos habitudes. Donc les Togolais ont peur cette fin d'année de deux choses. Les mesures que le gouvernement pourra prendre, et qui sont très souvent des restrictions. Et deuxième chose, la cherté de la vie. On a parlé de ces deux. Oui. Donc ce que je souhaite, c'est retrouver mes concitoyens en janvier dans la paix, dans la santé, et que l'année 2022 nous permette de mieux nous souder parce qu'il faut qu'on s'aime. On ne s'aime pas assez. Il faut qu'on s'aime, qu'on se pardonne, qu'on parte sur une nouvelle base parce que nous avons un pays qui est exceptionnel, un beau pays que nous devons construire ensemble. Vous avez parlé de l'amour, d'autres vœux à vos compatriotes et surtout à ceux qui vous admirent. Ceux qui nous admirent, rejoignez-nous dans un mouvement d'ensemble pour que nous puissions être en position de diriger ce pays dans quelques années. Nous avons un pays formidable. Peu importe ce que nous nous reprochons, nous n'avons qu'une seule nation. Il ne faut jamais l'oublier. Innocent Kagwara, député à l'Assemblée nationale et président du Parti démocratique panafricain. Ça a été un plaisir de vous avoir, honorable. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Allez, on va marquer une petite pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités Kosigan à côté Francisco Napokura et Komi Mayaba pour Regard Croisé.